Une personne sur deux de plus de 60 ans est prédiabétique. Elle ne le sait pas. Ses analyses sont normales. Le médecin n'a rien dit. Et le pancréas fonctionne déjà à la limite. Et si je vous disais que le diabète de type 2 commence 10 à 15 ans avant que la glycémie monte dans l'analyse? Et que pendant tout ce temps il existe un légume moins cher qu'une baguette, qui reprogramme littéralement les cellules, restaure la sensibilité à l'insuline et réduit la glycémie de 40% en 72 heures. Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas que vous le sachiez? Pourquoi ce légume n'apparaît dans aucune ordonnance de prévention? Et pourquoi la plupart des gens le mangent mal, en tuant tout ce qui est utile à la cuisson? Je suis le docteur Beaumont. 30 ans de médecine. Ne partez pas. L'analyse standard de glycémie est considérée normale si le résultat est en dessous de 6,1 millimoles par litre. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le pancréas commence à flancher bien avant que la glycémie dépasse ce seuil. 10, parfois 15 ans avant. Il travaille simplement 3 à 4 fois plus intensément pour maintenir le sucre normal. C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie, une insuline élevée avec une glycémie normale. Imaginez une pompe qui doit propulser de l'eau dans un tuyau colmaté. La pression en sortie est normale. Mais la pompe tourne jusqu'à l'épuisement. La durée de vie se consomme. À un moment, elle lâche. C'est ainsi que fonctionne le pancréas dans la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est l'état où les cellules du corps cessent de répondre correctement à l'insuline. L'insuline est la clé. La cellule est la serrure. Avec la résistance à l'insuline, la serrure se grippe. La clé existe, mais la porte ne s'ouvre pas. Le pancréas reçoit le signal, le sucre ne s'est pas absorbé, produit plus d'insuline. Et il en produit encore. Et encore. Jusqu'à l'épuisement. C'est alors que la glycémie commence à monter. Que l'analyse montre une anomalie. Et que le médecin dit, vous avez le diabète de type 2. Mais à ce stade, 50 à 80% des cellules bêta du pancréas sont déjà mortes. Qu'est-ce qui cause la résistance à l'insuline? Premier facteur, l'inflammation chronique. Les cytokines inflammatoires, TNF-alpha, ITSI, bloquent les récepteurs à l'insuline. Source, excès de sucre et glucides raffinés, graisse viscérale, sédentarité, stress chronique. Deuxième facteur, accumulation de graisse dans les cellules musculaires et hépatiques. Les graisses intracellulaires bloquent physiquement le signal insulinique. Troisième facteur, déficit en magnésium et chrome, cofacteurs des récepteurs à l'insuline. Quatrième facteur, perturbation du microbiome. Les bactéries Akkermansia muciniphilia améliorent directement la sensibilité à l'insuline, avec une mauvaise alimentation leur nombre chute de façon critique. 3 signes qui apparaissent sur la peau 5 à 10 ans avant le diagnostic de diabète. Regardez-vous et regardez vos proches maintenant. Signe 1, l'acanthosine nigricans. Assombrissement et épaississement de la peau dans les plis, SLN. La peau devient veloutée, brun foncé. Ce n'est pas de la saleté. C'est la réaction de la peau à une insuline chroniquement élevée. L'insuline stimule les récepteurs IGF-1 dans les kératinocytes, les cellules de la peau se divisent plus vite, le pigment s'accumule. Si vous voyez des plis sombres sur le cou, c'est un signal d'hyperinsulinémie. Indépendamment de l'analyse de glycémie. Signe 2, les papillomes. Multiples petits papillomes mous en pédoncule sur le cou, les aisselles, les paupières. Le même mécanisme de stimulation des IGF-1. Étude dans le Journal of Dermatology, chez les personnes avec des papillomes multiples, la résistance à l'insuline est détectée dans 78% des cas. Si de nouveaux papillomes sont apparus ces dernières années, c'est un signal métabolique, pas seulement un problème esthétique. Signe 3, la graisse viscérale. Tour de taille supérieure à 94 cm chez les hommes, 80 cm chez les femmes, zone à risque. Plus de 102 et 88 respectivement, risque élevé. La graisse viscérale est un organe endocrine actif qui libère continuellement des cytokines inflammatoires et des acides gras libres, les principaux bloqueurs des récepteurs à l'insuline. Maintenant le protagoniste. Le chou blanc. Mais d'abord, pourquoi la plupart des gens le mangent de façon complètement incorrecte? Dans le chou blanc, il y a une substance appelée glucoraphanine. En elle-même, inerte. Elle ne fonctionne pas. Dans les cellules du chou, il y a un enzyme appelé myrosinase. Quand vous coupez ou mâchez le chou, les parois cellulaires se brisent,
la glucoraphanine rencontre la myrosinase, une réaction se produit et le sulforaphane est formé. Le sulforaphane est le principal composé actif du chou. Réducteur prouvé de la glycémie. Agent anti-inflammatoire prouvé. Protecteur prouvé des cellules bêta. Et maintenant l'essentiel. La myrosinase est une protéine. Une enzyme. Et comme toute protéine, elle se détruit à une température supérieure à 60 degrés. Quand vous faites cuire le chou, la myrosinase meurt. La glucoraphanine reste intacte. Mais il n'y a plus personne pour la convertir en sulforaphane. Le chou cuit n'est que de la fibre. Sulforaphane, 0. Absolument rien. C'est pourquoi la recommandation traditionnelle, manger des légumes cuits avec le diabète, est une demi-vérité. La betterave et les carottes cuites ont aussi un indice glycémique élevé. Mais c'est une autre histoire. Pour obtenir du sulforaphane, le chou doit être cru ou fermenté à une température ne dépassant pas 40 degrés. Que fait le sulforaphane avec la glycémie? 4 mécanismes. Mécanisme 1. Le sulforaphane active NRF2, le facteur de transcription nucléaire. NRF2 active la production de plus de 200 protéines protectrices. Dans le contexte du diabète, le plus important, l'activation de NRF2 restaure la sensibilité des récepteurs insuliniques. Serrure grippée recommence à fonctionner. Étude dans Sciences Translationales Médecine en 2017, le sulforaphane a réduit la glycémie à jeun chez des patients diabétiques de type 2 en moyenne de 10% comparable à une dose modérée de metformine. Mécanisme 2, le sulforaphane inhibe la néoglucogenèse hépatique. La néoglucogenèse est le processus par lequel le foie produit du glucose à partir d'acides aminés. En conditions normales, c'est nécessaire la nuit. Mais avec le diabète de type 2, le foie produit du glucose en excès, même quand la glycémie est déjà élevée. Le sulforaphane inhibe directement l'enzyme PEC, l'enzyme clé de ce processus. C'est pourquoi avec le protocole chou c'est d'abord la glycémie matinale à jeun qui baisse. Mécanisme 3, le sulforaphane protège les cellules bêta du pancréas du stress oxydatif. La cause principale de la mort des cellules bêta n'est pas le sucre en lui-même, mais le stress oxydatif qu'il provoque. Les cellules bêta contiennent un minimum d'enzymes antioxydants, elles sont particulièrement vulnérables. Le sulforaphane via NRF2 augmente drastiquement leur protection antioxydante. Mécanisme 4, le sulforaphane restaure le microbiome intestinal. Particulièrement important son effet sur Akkermansia mucinifila. Avec le diabète de type 2, l'Akkermansia disparaît presque. Le sulforaphane crée les conditions pour sa croissance. C'est pourquoi l'effet augmente avec le temps. Les premières 72 heures, baisse rapide du sucre par inhibition de la néoglucogenèse. Ensuite, amélioration durable par restauration du microbiome. Ce qui transforme le chou d'un simple légume sain en un outil médical, les graines de moutarde. Les graines de moutarde contiennent de la myrosinase, le même enzyme que dans le chou. Mais dans une concentration 40 fois supérieure. Quand vous ajoutez des graines de moutarde au chou, même si la myrosinase propre du chou est partiellement détruite, la myrosinase de la moutarde vient à la rescousse et convertit la glucoraphanine en sulforaphane. Étude de l'Université de l'Illinois, l'ajout de poudre de moutarde au chou cuit restaure la production de sulforaphane au niveau du chou cru. Chou cru plus moutarde, 3 fois mieux. Comment utiliser la moutarde correctement? Graines de moutarde entière, la meilleure option. Écrasez-les légèrement avant d'ajouter. La poudre de moutarde fonctionne, mais moins bien. La moutarde commerciale en pot, pratiquement pas efficace, le vinaigre et le sel détruisent la myrosinase, plus le traitement thermique. La bonne façon, écraser une cuillère à café de graines de moutarde, ajouter au chou cru finement émincé, laisser reposer 10 minutes, la réaction de formation du sulforaphane se complète. Puis manger ou fermenter. La meilleure façon de consommer le chou pour réduire la glycémie, la fermentation avec des graines de moutarde. Avec la fermentation correcte, les lactobacilles produisent des enzymes supplémentaires qui convertissent la glucoraphanine encore plus efficacement. La quantité de sulforaphane dans le chou fermenté est 8 à 10 fois supérieure à celle du chou frais. De plus, l'indice glycémique tombe à 0, les glucides sont entièrement traités par les bactéries. Le chou fermenté ne fait pas monter la glycémie du tout. De plus, des lactobacilles vivants qui restaurent le microbiome, notamment l'Akkermansia. Recette pour un bocal d'1 litre, 1 kg de chou blanc, émincé en fines lamelles. Ne pas laver, sur la surface des feuilles vives les lactobacilles nécessaires.
Ajoutez une cuillère à soupe de gros sel non iodé. Le sel iodé tue les bactéries. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de moutarde légèrement écrasées. En option, une cuillère à café de Carvi, quelques grains de poivre noir. Ils ajoutent de la saveur et renforcent l'effet anti-inflammatoire. Pétrir à la main 5 à 7 minutes jusqu'à obtenir du jus abondant. Tasser dans le bocal, le jus doit recouvrir le chou. Couvrir sans fermer hermétiquement, les gaz doivent sortir. Laisser à température ambiante 72 heures. Exactement 72. Premier jour, les bactéries se réveillent. Deuxième, fermentation active. Troisième jour, pic de sulforaphane et de lactobacilles. Ne pas mettre au réfrigérateur avant, vous interrompriez le processus. Au protocole chou on ajoute le vinaigre de cidre. L'acide acétique bloque l'alpha-amylase et l'alpha-glucosidase, les enzymes qui décomposent les glucides en glucose. Il ralentit l'absorption du sucre de l'alimentation de 25 à 35%. De plus, l'acide acétique active l'AMPK, la protéine kinase activée par l'AMP. L'AMPK est le principal capteur énergétique de la cellule. Quand il est activé, la cellule absorbe le glucose indépendamment de l'insuline. C'est exactement le mécanisme qu'utilisent les biguanides, la classe de médicaments à laquelle appartient la metformine. Le vinaigre de cidre est un activateur naturel de l'AMPK. Schéma, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre non filtré dans un verre d'eau, 15 minutes avant chaque repas. Avec une paille. 3 fois par jour. Avec le protocole chou, triple coup sur la glycémie. Jour 1, le matin, verre d'eau avec vinaigre de cidre 15 minutes avant le petit déjeuner. Petit déjeuner, œufs, avocats, légumes à feuilles. Pas de pain blanc, pas de céréales, pas de sucre. Pendant la journée, avant chaque repas, eau avec vinaigre. Au déjeuner et dîner, une cuillère à soupe de chou cru râpé avec graines de moutarde, pendant que la choucroute est encore en cours de fermentation. Jour 2, même schéma. Le chou fermente déjà, si des bulles sont visibles, tout va bien. On peut en goûter une petite quantité, le sulforaphane est déjà présent. Jour 3, le chou fermenté est prêt. Mangez une cuillère à soupe 10 à 15 minutes avant chaque repas. Précisément avant, le sulforaphane s'absorbe mieux via la muqueuse buccale en milieu acide. Continuez, chaque semaine préparez une nouvelle portion. C'est votre aliment permanent rapidement, ce qui détruit le pancréas chaque jour. Premier, sucre et glucides raffinés, pain blanc, porridge instantané, boisson sucrée. Attaque directe sur les cellules bêta par stress oxydatif. Deuxième, huile végétale riche en oméga 6 en grande quantité. Provoque une inflammation systémique. Troisième, manger excessivement. Chaque repas jusqu'à satiété totale, signale au pancréas de travailler jusqu'à l'épuisement. Quatrième, manque chronique de sommeil. Une seule nuit avec moins de 6 heures réduit la sensibilité à l'insuline de 25%. En une seule nuit. Cinquième, stress chronique sans exutoire. Le cortisol élève directement la glycémie via la néoglucogénèse, exactement le processus que le sulforaphane inhibe. Mesurez votre glycémie maintenant. Commencez le protocole. Dans 72 heures, mesurez à nouveau. Écrivez dans les commentaires, je commence le protocole, et revenez avec le résultat.